Bonjour, moi c'est Esmeralda, alors soyez indulgente. C'est la toute première vidéo que je fais et aujourd'hui je voulais vous parler de mon TDAH. Alors TDAH, c'est quoi? C'est l'acronyme de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il faut savoir que ce trouble porte en fait extrêmement mal son nom parce que c'est pas que on a trouble déficitaire de l'attention, c'est pas qu'on n'a pas assez d'attention, c'est plutôt qu'on a des difficultés à réguler cette attention. Donc des fois, on va être super hyper focalisé pendant quelque chose à tel point qu'on va oublier de manger, qu'on va complètement perdre la notion du temps, qu'on va passer une journée entière de 7h30 à 23h à travailler sur la même chose sans faire de pause. Et d'autres fois, c'est juste complètement impossible de se concentrer alors qu'une personne qui n'a pas ce trouble pourrait facilement être prise dans l'activité. Pourquoi je vous en parle? Moi, je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, de la cognition, des neurosciences ou que sais-je. Mais j'ai appris il y a 2 ans, donc quand j'avais 29 ans, que j'ai un trouble déficitaire de l'attention. Alors, pendant les 2 dernières années, ça a été un peu controversé. Certaines personnes que je voyais me disaient « Ah non, vous avez clairement pas ce trouble », les autres me disaient « Ah mais si, c'est complètement évident ». Enfin, voilà, je suis passée un peu d'un extrême à l'autre et aujourd'hui, après aussi 2 ans de m'être renseignée moi-même sur le trouble et de m'observer, à voir comment je fonctionne, je pense qu'il n'y a pas trop photo, j'ai le TDAH. Souvent, quand on entend parler du TDAH, on pense à des enfants qui courent dans tous les sens, qui sont hyperactifs et qui se font diagnostiquer. Alors oui, c'est souvent le cas, mais pourquoi est-ce que je me suis fait diagnostiquer aussi tard? Je pense qu'il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est que quand on regarde les statistiques, les personnes qui ne sont pas des hommes se font diagnostiquer beaucoup plus tard, parce que on a décrit le trouble de l'attention en regardant les caractéristiques de comment ça se développe chez les garçons. Et du coup, les filles qui mettent en place toute une série de stratégies pour compenser le trouble, elles se font beaucoup moins diagnostiquer durant l'enfance. Je pense que la deuxième raison pour laquelle je me suis fait diagnostiquer tard, c'est que j'ai pas forcément eu de problème à l'école. Beaucoup de personnes se font diagnostiquer parce qu'elles ont des soucis à l'école, mais moi j'ai toujours eu, on va dire, les points qu'il fallait. On me disait souvent que j'étais dans la lune, etc. Mais jamais de quoi impacter les points que j'avais dans les différents cours. Et du coup, pendant toute ma scolarité, c'est un peu passé inaperçu. Le moment où j'ai vraiment commencé à avoir des problèmes, c'est quand j'ai quitté la maison familiale et que j'ai commencé à devoir organiser toute ma vie par moi-même. Quand il y avait juste l'école à gérer, voilà. Il se pouvait que je passe des semaines à arriver tous les jours en retard ou que voilà, on me dise que j'écoute pas, que je regarde par la fenêtre. Mais voilà, rien de trop impactant sur ma scolarité. Mais quand je devais vraiment organiser mes journées, faire les courses, faire les tâches ménagères, etc., là, ça a commencé à devenir absolument catastrophique et vraiment très handicapant. Alors concrètement, ça se traduisait par quoi? J'avais des piles de vaisselle qui montaient, ça me prenait 10 jours pour pouvoir faire ma vaisselle. Et systématiquement, ça recommençait. Dans ma tête, je me faisais des résolutions. Allez, à partir de la semaine prochaine, tous les jours, après chaque repas, je fais ma vaisselle. Et après une demi-journée, je tenais déjà pas mes résolutions. Ou alors, je commençais à faire la vaisselle, mais j'arrivais pas à arriver jusqu'à la fin. Ou alors, je me laissais distraire par d'autres tâches. Il y avait d'autres priorités. Voilà, la vaisselle, c'est qu'un exemple parmi toutes les tâches ménagères à faire et j'avais des difficultés vraiment avec toutes les tâches. Au début de ma vie seule, je ne me suis pas trop tracassée. En réalité, je me disais, c'est normal, il faut apprendre à vivre seule, ça prendra un certain temps pour s'y faire, etc. Autant vous dire que après 7 ans de vie seule, j'aurais plutôt dû être dans une phase de confirmation de mon aptitude à gérer la maison, plutôt que dans une phase d'apprentissage. Et pourtant, après tout ce temps, ça fonctionnait toujours pas. Tout était extrêmement chaotique. J'avais 1 an de retard sur le contrôle technique de ma voiture, j'avais la vaisselle qui s'accumulait, mon linge je le faisais uniquement quand il ne me restait plus aucune culotte à me mettre.
etc., etc. La liste est vraiment longue et c'était vraiment pénible. J'arrivais pas à me nourrir parce que j'avais oublié de faire les courses ou parce que j'avais été au magasin en me rendant compte que j'avais pas pris mon portefeuille, parce que j'ai voulu aller au magasin et puis je suis tombée en panne sèche avec la voiture. Enfin voilà, ma vie c'était vraiment le chaos total. C'était vraiment ingérable. En plus de ça, je me suis vraiment noyée dans le travail. Donc j'avais un emploi à temps plein et en plus de ça, je faisais énormément de bénévolat. Donc je passais tous mes congés à au final travailler. Je travaillais en permanence aussi pour éviter toutes les tâches que j'arrivais pas à faire à la maison. Et du coup, indéniablement, ça a conduit au burn-out. Il y a 2 ans, j'ai eu vraiment d'énormes problèmes d'anxiété qui ont commencé, qui ne sont toujours pas résolus d'ailleurs. Mais j'ai commencé à me rendre chez une psychologue et puis une deuxième. La première psychologue, elle m'a dit après 2 séances que j'avais l'air d'être hypersensible. Donc elle m'avait posé toute une série de questions, si j'étais fort impactée par... s'il y avait genre des matières que j'aimais pas, s'il y avait des choses que j'entendais plus fort que les autres gens, si j'avais l'impression que j'étais un peu dépassée par les stimuli à gauche à droite. Et en fait ça c'était vraiment... très fort le cas. Ça m'avait jamais marqué en fait, parce que dans ma famille il y a plusieurs personnes comme ça qui sont toujours fort réactives au bruit ou qui ont des matières qui vraiment ils aiment pas. Donc voilà, moi ça m'avait jamais... J'avais jamais considéré que c'était une chose anormale, mais apparemment si. Donc ça c'était la première psychologue. Elle m'a aussi dit que peut-être que ce serait bien que je fasse un test neuropsychologique. Du coup voilà, j'étais un peu perdue, elle m'a pas donné les infos de comment faire et tout, et puis ça n'avançait pas trop avec ce psychologue. Du coup j'ai consulté une deuxième psychologue de nouveau pour mes problèmes d'anxiété, et donc je lui explique ma vie et là elle me dit: est-ce que on vous a déjà fait passer un test pour le TDAH? Moi, je tombais un peu dénue, j'avais pas trop vraiment conscience de ce que c'était ce truc et tout. Et donc voilà, au fil des rendez-vous, elle me fait passer un espèce de questionnaire avec des questions. Au final, je cochais un peu toutes les cases. Il faut savoir que le trouble déficitaire de l'attention, c'est un trouble avec lequel on est et qu'on garde pour toujours. En fait, c'est une façon différente du cerveau de fonctionner. Et donc, ça veut dire qu'on a des symptômes qu'on peut avoir sur le moment, mais aussi toute une série de choses qui doivent déjà être présentes durant l'enfance. Je dois avouer que personnellement, je ne me souviens pas vraiment de mon enfance, donc c'était dur pour moi de répondre à ces questions-là. Mais en tout cas, pour ce qui était de la vie adulte, je cochais un peu toutes les cases. Alors, il faut savoir qu'on m'a dit aussi qu'on peut avoir des symptômes similaires au trouble déficitaire de l'attention, soit si on est dans un cas de dépression ou d'anxiété, ce qui était mon cas. Donc c'était un peu... voilà, on avait l'impression que j'avais ce trouble, aussi parce que j'avais des symptômes qui dataient de bien avant le développement de mon anxiété, etc. Mais on ne pouvait pas trop en être sûr. Et alors la psychologue, elle me disait: oui, ce serait bien que vous testiez les médicaments, parce que ça pourrait beaucoup vous aider, etc. Sauf qu'elle ne peut pas me prescrire de médicaments, étant donné qu'elle n'est pas médecin. Et donc, de fil en aiguille, je me retrouve à essayer d'avoir un rendez-vous avec une psychiatre, ce qui est une mission impossible. Et au final, j'ai eu un rendez-vous avec une psychiatre à laquelle j'explique la situation. Et elle me dit tout de suite: ah mais non, vous avez un diplôme universitaire, donc c'est pas possible que vous ayez un trouble déficitaire de l'attention. Donc voilà, sans me faire passer aucun test, elle m'a tout de suite catégorisée en mode... c'est pas du tout ça, votre psychologue, elle sait pas quoi faire avec vous, donc elle vous a mis cette étiquette sur la tête. Et donc voilà. En attendant, je vais aussi chez un neurologue qui était sur le site tdh.be. Je me dis peut-être que lui pourra m'éclairer, me faire passer un test de vraiment diagnostic, etc. Donc je discute avec lui, lui il me dit: oui, a priori si vous n'avez pas eu de soucis à l'école, vous n'avez probablement pas le trouble, machin, mais on peut vous faire passer un test neuropsychologique, je pense que ça s'appelle comme ça, chez une neuropsychologue, et alors on verra si vous avez un trouble de l'attention ou pas. Alors ce que ma psychologue m'a dit, c'est que en fait ce test-là,
Il peut donner des indications, mais c'est pas lui qui sert vraiment à faire le diagnostic. Ce qui sert à faire le diagnostic, c'est vraiment mon vécu au quotidien plus que le test. Mais bref, je vais faire le test. Évidemment, à chaque fois, des mois s'écoulent entre les rendez-vous. Et je fais ce test. Et au résultat, on me dit, effectivement, on voit que vous avez une capacité limitée de vous concentrer et dans d'autres machins, mais c'est pas assez significatif que pour faire croire que vous avez un trouble de l'attention. Il faut savoir que le test, en gros, vous êtes soit devant un ordinateur, soit devant une feuille, et on vous dit, ah oui, je vais vous dire ces numéros-là, et vous devez les remettre dans l'ordre. Enfin, c'est un peu des tests de cerveau. Et ça se passe dans une pièce où il n'y a aucun bruit, aucune distraction et tout. Donc ça se passe dans des conditions vraiment absolument irréalistes, parce qu'on n'est jamais dans une pièce silencieuse quand on doit effectuer des trucs. Et aussi, quand j'ai passé le test, je me suis dit, mais c'est fou, c'est pas du tout représentatif des difficultés que j'éprouve au quotidien. Et pourtant, c'est le test qui est supposé attester de mon trouble ou non de l'attention. Donc voilà, résultat du test, on me dit oui, vous n'avez probablement pas un trouble déficitaire de l'attention. Je dis ok, je l'ai probablement pas, voilà, je vais laisser tomber cette piste et tout. Et ensuite, mon anxiété ne s'améliore pas, la psychiatre ne trouve pas de solution, ne trouve pas le bon traitement médicamenteux, c'est compliqué. De fil en aiguille, après des mois et des mois et des années, je me retrouve à devoir aller en hôpital psychiatrique. Donc, premier rendez-vous avec le psychiatre de l'hôpital avant d'entrer. Je lui explique ma situation, sans lui parler du tout du TDAH, je lui parle de mon anxiété, etc. Et là, il me dit, en fait, je pense que vous avez surtout un problème cognitif, est-ce que vous avez déjà fait un test du TDAH? Donc là, ça me met sur la table et je me dis, ah, mais en fait, peut-être que ma psychologue avait pas si tort que ça. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, nous voilà sur la piste et tout ça. J'entre dans cet hôpital psychiatrique dans lequel je vais passer 5 mois au total. Et le psychiatre, après avoir plus ou moins trouvé un traitement pour l'anxiété, me propose de prendre la Rilatine. Donc c'est un des médicaments qui sont prescrits pour atténuer les symptômes, ou en tout cas certains symptômes, je ne sais même pas si ça s'appelle symptômes, enfin bref, du trouble déficitaire de l'attention. Donc là, je teste le médicament, je vois ce que ça me fait. Et voilà. Le médicament, au final, j'avais l'impression d'être beaucoup moins fatiguée au bout de la journée. Parce que moi, ça me demandait énormément d'efforts de me concentrer pendant les activités de l'hôpital psychiatrique. On était dans une espèce de, je vais dire, salle de classe. Et dès que j'avais du bruit, je supportais pas, mais c'était vraiment effroyable. Dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait cliquer son bic, je partais dans tous les sens. Enfin voilà, pour moi, pour me concentrer sur la personne qu'il fallait écouter pendant l'activité, c'était vraiment un gros challenge parce que naturellement, mon cerveau il part dans tous les sens, non-stop, que ce soit par des stimuli externes ou par des fois des pensées que j'ai, donc je me fais distraire par un peu tout. Et la stratégie que j'avais trouvée, que je faisais à l'école et à l'université pour pouvoir écouter, c'était que je dessinais. Et en fait, comme j'étais focus sur mon dessin, à l'école, souvent on me le reprochait parce qu'on me disait oh, t'écoutes pas, t'es en train de dessiner. Et en fait, si, en fait, me priver de dessiner, c'était me priver d'écouter, parce que si je dessinais pas, mon cerveau partait dans tous les sens. Et donc en dessinant, je pouvais justement écouter la personne qui était en train de parler. Bref, je teste le médicament et là je me rends compte qu'en fait j'ai plus besoin de dessiner pour écouter et que tout devient vachement plus facile et parfois aussi tout est plus calme en fait. Tous les bruits parasites, mon cerveau arrive à les filtrer et à se dire ceci n'est pas l'information importante en ce moment, donc tu n'as pas besoin d'y prêter attention. Ça c'est un truc avec lequel on a énormément de mal, le trouble de l'attention. Donc on me dit qu'on a une déficience en attention, mais en fait non, en fait notre attention elle capte tout. Donc on a trop d'attention en fait, juste qu'elle n'est pas focalisée sur la bonne chose et qu'on n'arrive pas à la réguler et à filtrer les informations. Et du coup, voilà, je me rends compte que ce médicament est vachement utile pour écouter, même si j'avais de moi-même développé des stratégies qui faisaient que j'arrive à écouter. Et du coup, la question c'était aussi de savoir est-ce que ce médicament va m'aider à faire face aux situations avec lesquelles j'ai des difficultés au quotidien et qui sont extrêmement anxiogènes
au final, puisque je me retrouve dans un chaos total en permanence. Et du coup, je me rends compte que le médicament me permet de faire pas mal de choses que je n'arrivais pas à faire avant. Ça va pas magiquement me donner la motivation de commencer ma vaisselle, mais je sais qu'au moins si je vais la commencer, je vais la terminer. Donc ça va me permettre de déjà me dire, ok, vas-y, au moins tu vas arriver à mener cette tâche à bout, et ça va se faire. Donc ça, c'était quand même une approche vachement positive que le médicament m'a permis d'avoir. Je dirais que le truc le plus handicapant avec mon TDAH, c'est vraiment l'hyperstimulation. Donc c'est le fait de constamment se sentir limite agressé par tous les éléments de l'environnement. Enfin, moi souvent, même quand le ciel est super couvert de nuages, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière à mon goût, ou trop de bruit, toujours trop de bruit, je supporte pas le bruit. Tout est constamment amplifié. Et en fait, avant de savoir que j'avais le TDAH, je m'en rendais pas forcément compte. Parce que si, en fait, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais vraiment épuisée toujours au bout de mes journées. Mais comme j'ai jamais été dans la tête de quelqu'un d'autre, je me rendais pas compte que c'était anormal, en fait, de tout capter comme ça en permanence de manière super intense. Et c'était super handicapant, surtout dans les situations sociales. Imaginez, j'étais en train de boire un verre, on va dire, dans un café. Mon cerveau, il capte tout, les conversations de la table là, et puis les gens là, et puis ceci, le serveur qui bouge, machin. Et du coup, vraiment me concentrer sur une conversation ou dans un contexte où il y a du monde, c'est vraiment très, très, très difficile. J'étais toujours la première à partir des soirées parce que j'étais épuisée à force de tout capter comme ça. Et puis, on me disait souvent, oui, t'es perdu et tout ça, t'es dans la lune, juste... à force de tout capter, je captais plus rien. Donc c'était vraiment ça qui se passait. Et là, c'est un des trucs aussi sur lesquels la rilatine, ça aide beaucoup. Donc dès que je sais que je me rends dans un contexte comme ça, je sais que je vais prendre la rilatine, et que ça va me permettre de vivre correctement et d'arriver à appréhender les situations sociales avec un peu plus de sérénité et de clarté. Au final, le TDAH, c'est un peu un truc... voilà, la rilatine, ça n'a pas tout réglé. Je sais que il y a toujours des tâches qui sont compliquées avec moi, que si quelque chose ne m'intéresse pas, ça va être très 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 difficile de m'y mettre. Juste parce que dans mon cerveau, il y a un truc qui se connecte pas. Je sais pas, genre, je veux pas dire que pour les autres gens, c'est amusant de faire la vaisselle ou de ranger la maison. Mais quand je vois les autres gens, comment ils fonctionnent, je me dis, ok, ils trouvent pas ça amusant, mais ils arrivent quand même à s'y mettre. Alors que moi, si je trouve qu'un truc est pas amusant, faut vraiment que je sois dans l'urgence la plus totale ou qu'il se passe un truc pour que je m'y mette. Genre, je vais faire la vaisselle quand j'ai plus aucune assiette ou fourchette propre pour manger. Ou alors, je vais ranger la maison uniquement si j'ai invité quelqu'un. Et encore, quand j'ai invité quelqu'un, si j'ai une semaine pour ranger ma maison parce que la personne va venir, je vais commencer à m'y mettre une demi-heure avant. Évidemment, je vais mal estimer le temps qu'il me faut pour ranger la maison. Et du coup, je vais pas tout ranger. Enfin... Voilà, donc en permanence, je me retrouve dans des situations à devoir régler des choses en urgence. Et donc, ça aide pas du tout avec d'autres problèmes comme l'anxiété, la confiance en soi, la dépression. Donc, c'est vraiment lié à tout ce genre de problèmes connexes. Donc, en fait, les tâches que la plupart des gens trouvent, entre guillemets, faciles, genre, je sais pas moi, ranger la maison, pour moi, elles sont extrêmement compliquées. À l'inverse, il y a des trucs que je peux faire de manière 100 fois plus efficace que les autres gens. J'ai écrit un livre en une semaine. Qui écrit un livre en une semaine? Enfin, je me rends compte en me regardant moi-même que, enfin, comment tu fais ça? Et c'est juste que, une fois qu'il y a un truc qui m'intéresse, paf, mon attention est captée et alors je me hyper focus et je fais plus que ça pendant un certain temps. Et une fois que mon attention n'est plus là, donc quand j'en ai marre de l'activité, ce qui arrive en général, après je sais pas, 1, 2, 3 semaines, on va dire, après ça va être très dur de m'y remettre et de continuer l'activité. Mais pendant que je suis dans ce mode de focus, je peux être extrêmement efficace. Une autre chose qui est impactée par mon TDAH, c'est, je dirais, la priorisation. Alors, en théorie, je sais comment faire pour... planifier, pour prioriser des choses. Je peux vous faire un super planning sur papier. Je sais que pour prioriser, il faut regarder qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, machin, bazar. Et je peux vous dire, en théorie, ça c'est la priorité. Le problème, ça va être dans la pratique.
même si je sais qu'en théorie, la priorité, ça doit être le truc qui est en haut de la liste, si le numéro 14 de la liste m'intéresse beaucoup plus, parce que c'est un truc qui va être nouveau, parce que c'est un truc qui va être stimulant, parce que ça va être un challenge, parce que ça va être une espèce de jeu ou que sais-je, bah, je vais commencer par le numéro 14. Peu importe si mon cerveau me dit, mais en fait, tu devrais commencer par le numéro. Et donc, ça va être vraiment très difficile pour moi de me dire, bah, je vais faire le numéro 1 parce que c'est ça qu'il faut faire, si le numéro 1 est un truc qui ne m'intéresse pas. Et du coup, on pourrait se dire que c'est de la paresse et tout, et c'est ce que je me suis dit pendant très longtemps. Pardon. Mais en fait, c'est juste que mon cerveau fonctionne différemment et je sais pas trouver des excuses. Si je peux vous raconter tout ça aujourd'hui, c'est grâce à toutes les ressources que j'ai vues en ligne, principalement, et aux choses que m'a expliqué le psychiatre. Donc voilà, ça me permet de vous expliquer toutes ces choses aujourd'hui. Donc voilà, le TDAH, c'est un peu une arme à double tranchant. Dans certains contextes, on peut être beaucoup plus efficace que d'autres personnes, et dans d'autres contextes, on va être beaucoup moins efficace. Il va peut-être me falloir une semaine pour faire ma vaisselle, et la même semaine, je pourrais écrire un livre. Donc voilà, on peut faire des trucs en beaucoup moins de temps, ou en beaucoup plus de temps que d'autres personnes. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a énormément de ressources en ligne qui disent, voilà, comment est-ce que vous pouvez maximiser votre priorité, maximiser votre... c'est quoi que j'allais dire votre productivité en étant TDAH, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça devienne une force au lieu d'être un handicap, etc. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que d'abord, le but de la vie, c'est pas d'être le plus productif possible. Donc je pense que ça, c'est une chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Le fait que le TDAH soit un handicap aujourd'hui, c'est parce que la manière dont notre société capitaliste, productiviste, colonialiste fonctionne est une manière qui n'est pas adaptée à notre type de fonctionnement de cerveau. Donc ça veut dire que ce qui est valorisé dans notre société, ce qu'on doit faire, ce sont des tâches qui sont souvent répétitives, ce sont des tâches administratives, ce sont des tâches domestiques, etc., qui sont en plus plus importantes, je vais dire, dans un couple hétérosexuel chez les femmes et tout. Donc ça remet encore une fois l'intersection entre le genre et le TDAH sur la table. Et donc la manière dont notre société fonctionne n'est pas une manière qui met en avant les qualités des personnes TDAH. Donc il faut juste se mettre ça dans la tête et se dire que en fait, nos qualités, elles peuvent servir à créer un monde meilleur, à travailler sur des projets qui ont du sens pour nous, qui ont du sens pour la société. Donc en fait, ça, c'est des trucs qui sont pas du tout valorisés dans notre société. Les gens qui travaillent dans le milieu associatif, dans le milieu de soins à la personne, etc., ce sont des métiers qui sont très souvent sous-payés. Et pourtant, c'est des métiers qui vont être stimulants pour les personnes qui vont être TDAH, notamment à cause de cet aspect, voilà, on travaille pour quelque chose qui nous intéresse, on travaille pour une mission. Donc ça va être quelque chose qui est énormément intéressant. Donc en fait, notre société est juste pas adaptée, surtout dans les pays dans lesquels on est, pour les personnes qui ont un TDAH. Et donc en fait, c'est arriver à déconstruire ça et à se dire, en fait, je ne sais pas si nul, si paresseux, si tout ce que vous voulez que ça, c'est juste que notre société ne valorise pas à juste titre mes compétences et ma manière de fonctionner. Donc je pense que ça, c'est un élément extrêmement important qui permet de reprendre confiance en soi malgré le TDAH. Pour moi, le plus gros challenge maintenant, c'est d'arriver à apprivoiser ce TDAH de manière à pouvoir travailler et fonctionner d'une manière qui me permet d'être dans un état d'équilibre et de bien-être. Donc, arriver à prendre soin de moi, à prioriser mon bien-être, à effectuer les tâches qui contribuent à mon bien-être, tout en travaillant pour un monde meilleur, mais de manière à ne pas m'épuiser. Donc ça, c'est pour moi vraiment le plus gros challenge maintenant avec le TDAH. Comme vous l'avez vu, c'est un trouble qui va avoir un impact sur énormément d'aspects de la vie, que ce soit la vie sociale, la communication, que ce soit la scolarité, que ce soit le travail, etc., etc.
mais il y a largement moyen de vivre avec. C'est tout à fait possible. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions. Si vous êtes en recherche d'un diagnostic, si vous suspectez que vous avez le TDAH, si vous venez d'apprendre que vous avez le TDAH mais que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Et donc voilà, c'était pour moi une première. N'hésitez pas à mettre des commentaires si j'ai le temps et que je reçois les notifications. Je verrai si je peux répondre. Et voilà, je vous souhaite, on va dire, une bonne journée. Voilà, merci.